réglera les problèmes que vous êtes en train d'aborder, dont nous sommes tous conscients. Si, je vais vous répondre. Après, on peut dire qu'il y a des mesures symboliques d'équité, mais c'est autre chose. L'esprit de justice... ça devient de l'affichage ou en tout cas un besoin de cohésion. Donc je vous pose la question. Il y a eu une baisse de 1,2 milliard d'impôts sur la fortune, la loi de finances de l'automne dernier. Alors, on peut déjà le rétablir. Il y a eu une baisse des droits de succession il y a 4 ans de 2,2 milliards sur les 10% des successions les plus grosses, ce sont des exonérations. On peut les rétablir. Etc., etc. Les cadeaux fiscaux pour les ménages les plus fortunés, c'est 3 milliards par an depuis 2007 en cumulatif. 4 x 3, 12. Eh bien, ces 12 milliards par an, on les a perdus. On pourrait les rétablir. Ce ne serait pas une injustice, ce sont des gens qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, et ce serait toujours ça le prix. Ce que je voulais vous dire, c'est la façon dont le système financier aujourd'hui doit payer. Parce que sinon, en effet, comme disait François Chérec, il va falloir qu'on prenne là où se trouve l'argent. Les pauvres et les classes moyennes sont les plus nombreuses. Donc, évidemment, on va les chercher là. Ça, on finira avec votre raisonnement et il finira par s'imposer. Donc, la taxe sur les transactions financières, qui a été votée par le Parlement européen, votée par le Parlement français, approuvée par Mme Merkel et M. Sarkozy, c'est une taxe qui, à 0,05%, permettrait de dégager 250 milliards par an. C'est le moyen de désendetter les États, d'éviter les plans de rigueur, de faire payer le système financier qui est le véritable responsable de la crise, et pour nous, de continuer à faire retrouver un chemin de croissance pour l'ensemble des pays européens. Cette solution-là, d'ailleurs, pour ma part, je pense que la France et l'Allemagne, qui sont maintenant tombés d'accord, c'est une proposition aussi des socialistes européens, qui sont les deux poumons, j'allais dire, de l'économie européenne, France-Allemagne, pourrait parfaitement l'appliquer elle-même unilatéralement dès maintenant, parce que ça entraînerait finalement toute la zone euro derrière elle. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? Mais plutôt que faire ça, on préfère aller chercher l'argent dans la poche des salariés, de ceux qui ont du mal à se soigner. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui une augmentation de 14% d'assurés de l'assurance maladie qui renoncent à leurs soins parce qu'il y a trop de reste à charge. Voilà où nous en sommes. Est-ce que la proposition d'Arnaud Montebourg, telle qu'il vient de l'évoquer, vous inquiète ou vous semble potentiellement dangereuse ? Françoise Gris. Oui, je pense qu'en tous les cas, elle ne permet pas de résoudre un problème structurel. On l'a dit, ça fait des années que nous dépensons plus que nous ne pouvons dépenser. Donc, de façon conjoncturelle, nous sommes dans une crise financière qui a ajouté à cette problématique, mais il faut maintenant adresser le vrai problème du déséquilibre de nos dépenses par rapport à nos... Si on collecte plus, on peut dépenser plus. Oui, mais nous avons aujourd'hui déjà une dépense publique qui est à 56% du niveau du PIB. C'est-à-dire que nous avons une dépense qui est probablement la plus élevée en Europe, ou en tous les cas parmi les plus élevées. Donc nous n'échapperons pas à travailler différemment et à se poser la question de pourquoi nous voulons dépenser, pourquoi l'État français doit dépenser. Quels sont les choix que nous voulons faire, quels sont ces choix équilibrés et en toute justice, et quelles sont les réformes structurelles que nous devons faire. Et je pense qu'un des sujets majeurs, c'est effectivement de rendre le travail compétitif, plus compétitif, et de retravailler sur la taxation du travail par rapport à d'autres types de taxation. Je peux redire un mot à madame. Oui. C'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle dit qu'il faut se demander pourquoi on dépense. L'État a plutôt réduit ses dépenses ces dernières années. Ce n'est pas l'État, c'est la protection sociale. C'est la retraite, la maladie, le chômage. Donc ce que dit la représentante du MEDEF, c'est qu'il faut réduire la protection sociale en France. Donc moi, je demande, est-ce qu'il y a une majorité en France pour faire ça ? Je vous réponds non. Pourquoi ? Parce que c'est en vérité nos compétiteurs européens qui ont fait ce travail-là. Par exemple, les Allemands ont décidé de faire payer par les gens eux-mêmes, c'est le cas de la TVA sociale, de faire payer par les gens eux-mêmes, non plus par les entreprises, leur protection sociale. Est-ce que c'est un choix que nous pouvons accepter dans l'Union européenne, alors qu'il y a beaucoup de richesses dans l'Union européenne ? Je crois que non. Donc c'est un choix de société. Je pense que de mémoire, au MEDEF, vous vous occupez plutôt de la commission sociale. Oui, moi je ne suis pas une représentante du MEDEF ici, mais je veux bien... Vous êtes excusez-moi, j'avais lu ça dans votre biographie, mais ce n'est pas une injure. Non, mais... D'autant plus que dans le MEDEF, c'est plutôt le social, Françoise Gris. Oui, voilà. Donc, encore une fois, je crois qu'il y a une façon de... Il y a des choix à faire. Quand on dépend, comme dans toute entreprise, il y a forcément des choix. Et se poser la question de quelles sont ces dépenses qui sont absolument incontournables, de quelle façon doit-on les financer ? Et encore une fois, je crois qu'on peut, on peut financer la protection sociale de façon différente de ce qu'on le fait aujourd'hui. Et taxer le travail, dans une certaine mesure, mais aussi, effectivement, la consommation.
Et je crois que ces débats-là, les Français sont prêts à l'entendre. Alors, est-ce que ça peut se faire en quelques semaines? On a bien vu que sur la réforme des retraites, c'est un travail de pédagogie, de choix, un dialogue populaire qui doit se mettre en place, mais on n'évitera pas cette discussion-là. Jean-Pierre Levade, vous voulez réagir, et visiblement Xavier Bertrand aussi. J'ai un désaccord assez fondamental avec Arnaud Montebourg sur son diagnostic, parce qu'il masque un problème fondamental français, qui est d'ailleurs aussi absent du plan Fillon dans sa solution, qui est que chaque fois que nous achetons 100 à l'étranger, nous, la collectivité française, nous vendons à peu près 85. Et ceci depuis des années. C'est-à-dire que oui, Françoise Gris a tout à fait raison, nous vivons au-dessus de nos moyens, d'abord dans notre relation avec le reste de la communauté internationale. Ça fait 10 ans que ça dure, et ces chiffres-là n'arrêtent pas de se détériorer. Donc nous sommes de moins en moins compétitifs, ce qui pour moi explique l'affaiblissement de notre taux de croissance. Comme chaque fois que nous vendons 80... Très sincèrement, vous l'expliquiez à Pierre Mauroy quand vous étiez à son cabinet. Absolument. Et que le déficit français atteignait alors là, des montagnes non, absolument il était plus faible en pourcentage qu'aujourd'hui. C'est un record aujourd'hui. En 1980-82, les déséquilibres de l'économie française dont j'ai eu à m'occuper, et j'en suis fier, étaient moins importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient très importants. Ils étaient moins importants qu'aujourd'hui. Donc, chaque fois que nous achetons 100, nous ne vendons que 85. Ça veut dire quoi? Que année après année, l'étranger nous prête 15, tous les ans. Et cette dette-là, c'est là la raison de l'apparition de l'endettement en France. Arnaud Montebourg, c'est pas la finance internationale. La finance internationale n'est pour rien là-dedans. C'est nous, c'est notre problème. Ça, c'est le langage des banquiers. Le déficit. Jamais non, non, ça, c'est pas le banquier. C'est le langage que vous êtes d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas rester maître de notre destin. Et le déficit budgétaire n'est que le reflet, que la conséquence, que le symptôme de ce déséquilibre fondamental de la compétitivité française. Et je dis tout à fait tranquillement, tant que les partis de droite au gouvernement aujourd'hui et les partis de gauche, peut-être demain au gouvernement, ne traiteront pas ce problème de compétitivité, il n'y aura aucun progrès fait en France. Sauf qu'on n'est pas sans rien faire sur la question. Je voudrais, comment dirais-je, parler 2 mots de la compétitivité française. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. La CFDT a fait une déclaration il n'y a pas longtemps avec le MEDEF sur ce sujet-là. Quels sont les choix de la France, de notre pays, ces 10 dernières années? Nous avons fait le choix du bas de gamme. Nous avons fait le choix du bas niveau de formation. Nous avons fait le choix de la compétitivité avec des pays sur lesquels on ne pouvait pas gagner cette compétitivité parce que le coût du travail était beaucoup inférieur au nôtre. Nous avons voulu jouer en 2e division et nous perdons en 2e division alors que nous avions les moyens de monter à la division supérieure et faire des choix d'investissement dans la formation, dans le développement, dans la recherche. Et quand on voit que dans ce budget, il y a 22 milliards d'euros d'allègement de charges uniquement vers les bas salaires. Alors je ne vais pas vous dire là qu'il faut supprimer tous ces allègements de charges, mais les allègements de charges dans le budget, ils vont vers les bas salaires. Donc les entreprises ont plutôt intérêt d'aller vers du bas salaire, donc de la basse qualification, donc du bas de gamme, donc dans une compétitivité internationale, alors que ces 22 milliards d'euros, ils seraient quand même beaucoup plus utiles à être investis dans la formation, dans l'élèvement des qualifications, dans la recherche et le développement, pour être dans la compétitivité mondiale et répondre. Première chose. Deuxième chose, le débat sur le coût du travail, en particulier passage du financement d'une partie de la protection sociale par le travail pour le passer sur d'autres sources. Pour la CFDT, ça doit être sur la fiscalité. 5,4% d'allocation familiale payée par l'entreprise. Oui, mais ça fait 5 ans que je dis ça. Je ne vois pas pourquoi on attend. C'est des mesures qu'on n'avait pas... Là, à l'époque, on n'avait pas besoin d'attendre les élections. Donc, il y a des mesures qui étaient faciles à prendre. Et en plus, qui pouvaient aller vers cette fameuse compétitivité et qui seraient efficaces et qui, je crois, seront des éléments qui ne coûteraient pas si cher. Moi, je me méfie, vous savez, des recettes qui amèneraient 150 milliards, 200 milliards, 300 milliards. À chaque fois qu'il y a un problème, on nous dit qu'il y a des recettes. Alors qu'il y a des solutions simples. Dernier exemple. Un exemple important. Non, mais c'est un élément important parce que là, c'est des choix qui vont vers le soutien de l'activité ou pas. On a pris l'exemple de l'Allemagne pendant la crise.
pendant la crise, on a dit l'Allemagne, ils font un truc super bien. Et bien, quand ça ne va pas, ils baissent le temps de travail en faisant une modération salariale pour passer la difficulté avec des aides financières et ils font moins de chômeurs. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, on aide les entreprises à faire des heures supplémentaires. 3 milliards d'euros. C'est-à-dire que, alors qu'on voit que ce qui fait gagner les Allemands, c'est qu'ils adaptent leur volume d'horaire et la modération salariale à la réalité économique, ce qui fait qu'ils sont plus forts quand ils sortent, eh bien, nous, en pleine crise, on bat les records d'heures supplémentaires tel qu'on ne l'a jamais fait dans notre pays. Ça coûte cher et ça crée du chômage. Donc voilà, c'est des choix qui ne coûtent pas cher, mais qui orientent l'argent, je dirais, vers plus d'efficacité et donc plus de justice sociale. Je vous laisse réagir et on part retrouver François Baudonnet à Bruxelles pour qu'il nous explique où en sont les différents plans de rigueur. François Chérec, nous, en pleine crise, le gouvernement avec les partenaires sociaux, on met en place un système... Je vous dis aujourd'hui. Hein. Non mais attendez, il faut tout dire. Nous, en pleine crise, ensemble, on a mis en place des systèmes de chômage partiel comme l'ont fait les Allemands pour justement qu'on garde les salariés dans l'entreprise. Chiche, on recommence. Mais vous ne l'avez pas dit. C'est moi qui le dis à l'instant. Parce que vous êtes sur votre logique, vous n'aimez pas le principe des heures supplémentaires. Moi, j'aime le principe des heures supplémentaires de façon à ce que les ouvriers, les employés, les salariés qui font des heures supplémentaires, les 10 millions qui en font ne volent les heures et le travail de personne. Et que cela, parce qu'ils travaillent plus, et plus avec la majoration heures supplémentaires, qu'ils ne payent pas d'impôts et de charges, je trouve que ça a du sens d'un pays où ce n'est pas le gouvernement qui fixe les salaires. Vous êtes sûr qu'ils ne les volent pas aux chômeurs qui pourraient être engagés? Dans une petite entreprise, le travail, il ne se partage pas comme ça. C'est pas un gâteau qui se partage, le travail. Vous avez les petites entreprises qui ont notamment moins de 10 salariés. Vous croyez quoi? Qu'on va embaucher quelqu'un pour 2 heures ou 3 heures par semaine? Ça ne marche pas comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Et même dans les très grandes entreprises, la division du travail se fait entre le service administratif et le service de production. Ça ne marche pas comme ça. C'est de la théorie. Ça aux petites entreprises. Or, vous remarquerez dans les statistiques, ce sont les grandes entreprises qui utilisent les heures supplémentaires. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans certaines entreprises. Au lieu d'augmenter les salaires, ils ont fait des fausses déclarations d'augmentation de salaire, ils ont fait passer ça sur des heures supplémentaires. Et les représentants syndicaux n'auraient rien dit alors qu'ils savent se faire entendre, vous savez bien que ce n'est pas le cas. C'est le fameux effet d'aubaine dont on a parlé. Oui, c'est ce que dit la DARES, c'est pas moi. Hein. Certains endroits, effet d'aubaine, on baisse les salaires, on fait des heures supplémentaires. Alors je vous propose simplement, puisque vous avez raison sur les petites entreprises, vous avez raison. Je reconnais que petite entreprise, 5 salariés, pour créer un emploi, c'est pas facile. Non. Donc on réserve ça aux petites entreprises. Mais les heures supplémentaires, les salariés sont où? Dans les petites entreprises. Elle est là, la réalité des choses. Vous n'aimez pas les heures supplémentaires, c'est votre droit. Regardez les chiffres. Mais ne dites pas que ceux qui en font prennent justement l'argent et le travail des autres. C'est pas ça la réalité. Maintenant, je voudrais ça va contre le fonctionnement de l'intérim. Je voudrais juste finir aussi sur ce que disait François Chérec. Parce que ce qui me gêne dans les argumentations, c'est qu'à chaque fois, on ne dit pas tout. Vous dites, on n'a pas fait assez sur la recherche et la formation. Attendez, depuis 2007... Non, mais je vous parle depuis ça, c'est un effet de 20 ans. C'est un effet de 20 ans. Vous avez parlé depuis 2007. Oui, mais il n'y a aucune solution aujourd'hui qui est facile. Aucune. Non. Mais seulement, on essaye aussi. Vous savez, quand on a le choix, on préfère essayer de trouver la solution de bon sens, la bonne solution plutôt que l'autre. L'autonomie des universités. Tout le monde s'accorde à reconnaître. C'est quand même une réforme qui place nos universités au même niveau que les autres universités européennes. Enfin. Et que ça nous permet justement de rattraper ce retard. Et moi, j'aurais même qu'on prenne de l'avance. Le crédit impôt recherche, qui dit aux entreprises, vous avez un intérêt, l'État vous aide pour que vous investissiez dans ces domaines d'avenir. C'est justement pour ne pas faire les choix du passé ou les mauvais choix. Ça ne fait pas un siècle qu'on fait ça, c'est vrai, on l'a fait. Il a même fallu se battre pour que ce dispositif soit intégralement préservé lors de l'examen à l'Assemblée. C'était la volonté du président de conserver ce dispositif, parce qu'il faut aussi la stabilité, de la lisibilité. Les choix que l'on fait, c'est justement pour que la France, non seulement ne soit pas reléguée un jour en deuxième division, mais reste justement aux avant-postes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à chaque fois, quand on se parle, quand on trouve des terrains d'entente, on arrive aussi à être productif, à être efficace. On l'a montré au cœur de la crise. Alors, je vous rappelle qu'on s'interroge quand même sérieusement sur l'efficacité des différents plans mis en œuvre en Europe. François Baudonnet, vous êtes toujours en direct de Bruxelles. Tous les pays européens se sont engagés, parfois bien avant nous, et plus fortement sur le chemin de l'austérité. Est-ce qu'on a un peu de recul pour mesurer les effets de leurs plans ? Oui, alors effectivement, c'est intéressant de noter que nous sommes en retard par rapport à la plupart des pays européens. Ils ont effectivement mis en place des plans d'austérité, souvent en 2010. Et puis souvent également, ce sont des plans d'austérité non pas sur 1 an, comme en France, mais sur 3, voire parfois 4 ans, ce qui permet d'avoir une visibilité à long terme. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que
Tous les pays européens en ont fait. Alors évidemment,